RFI, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde. Aujourd'hui, voici les titres de ce journal. L'aide américaine à l'Ouganda doit être conditionnée au respect des droits de l'homme. Déclaration de Bobi Wine qui se trouve à Washington. Arrêt ce soir sur cet éditorial anonyme publié par le New York Times et qui secoue la Maison-Blanche. Coup de filet des autorités marocaines. Elles annoncent avoir arrêté 2 passeurs et 58 migrants qui tentaient de rallier les côtes espagnoles. Bonsoir. Robert Kyagulanyi est à Washington. Plus connu sous le nom de Bobi Wine, le chanteur et député ougandais a demandé ce jeudi au gouvernement américain de suspendre son aide militaire à Kampala. Cette aide, dit-il, devrait être conditionnée au respect par Yoweri Museveni des droits de l'homme. Robert Kyagulanyi affirme aussi avoir été torturé et détenu avec des dizaines d'autres personnes lorsque des opposants à Museveni ont jeté des pierres sur un convoi de président et de ses agents de sécurité. Les autorités ougandaises ont rejeté ces accusations de torture. Kyagulanyi s'est révélé une menace redoutable pour le régime de Museveni. Ce jeudi à Washington, Bobi Wine a donné une conférence de presse. La VOA était sur place. Comme vous pouvez voir, les traces sur mon corps, c'est probablement le signe de la torture que j'ai subie et de la torture que beaucoup de gens subissent encore. Et pour ainsi dire, alors que je venais ici, j'ai eu des informations. Mon épouse dirige une organisation caritative, Helping Hand Uganda. Elle aide les filles à fabriquer des pièces hygiéniques réutilisables. Mais son cofondateur a été kidnappé et torturé si durement pendant 2 jours. Il était obligé de se mettre d'accord avec les forces de sécurité pour être un témoin clé afin de m'épingler et avouer que je suis en train d'être financé par l'intermédiaire de l'ONG de mon épouse. Ce n'est qu'un aspect de ce que nous voyons. Je vous assure que beaucoup de gens continuent de vivre cette réalité. Une cour martiale sud-soudanaise a reconnu aujourd'hui 10 soldats coupables de viol de travailleurs humanitaires et du meurtre d'un journaliste lors de combats à Djouba en juillet 2016. Le tribunal militaire a jugé que les accusés étaient coupables en raison de leur responsabilité directe dans ces crimes. C'est du moins ce qu'a déclaré le juge Knight Bariono Almas, énumérant les accusations de viol, meurtre, pillage et destruction. C'est une étape importante qui a été franchie ce jeudi dans la normalisation des relations diplomatiques entre l'Érythrée et l'Éthiopie avec la réouverture de l'ambassade d'Éthiopie à Asmara, la capitale. Le président érythréen Isaïas Afewerki et le nouveau premier ministre éthiopien, le réformateur Abiy Ahmed, ont personnellement rouvert la mission éthiopienne lors d'une brève cérémonie. Les 2 leaders avaient signé en juillet un accord de paix mettant officiellement fin à une longue période d'hostilité et de tension. Au moins 2 morts, 1 civil et 1 soldat, 25 personnes enlevées. C'est le bilan d'une embuscade tendue par le groupe djihadiste Boko Haram mardi contre un convoi escorté par l'armée près de la frontière avec le Cameroun. C'est ce qu'annoncent aujourd'hui des sources sécuritaires. Le convoi de véhicules civils se rendait à Maïdougouri, chef-lieu de l'État de Borno. Les assaillants, qui seraient des combattants de la faction d'Aboubacar Shekau, ont amené avec eux un bus transportant environ 25 personnes. Les otages auraient été conduits dans la forêt de Sambisa, un bastion de Boko Haram. En RDC, la machine à voter, toujours au cœur d'une polémique, 4 mois avant l'élection présidentielle prévue le 23 décembre. La commission électorale a donc décidé d'organiser une session de sensibilisation auprès des électeurs
afin de contrecarrer toute intoxication. On fait le point avec Blanche Sanou. Les élections en RDC avancent à grands pas et la commission électorale met tous les moyens pour l'organisation d'un scrutin fiable et transparent. Malgré les intoxications, comme l'a qualifié la CENI, la machine à voter et le fichier électoral sont déjà en place pour la bonne tenue des élections. Après les explications et l'assimilation des votes et la réponse aux différentes questions, on sent que la compréhension et l'acceptation de la machine à voter ne posent plus problème. Selon les responsables de la CENI, plus de 1200 machines à voter sont à l'intérieur du pays depuis avril 2018. Elle compte se doter d'au moins 100 000 de ces machines et imprimer les bulletins de vote qui seront fabriqués par la société sud-coréenne Miru. Mais cette théorie ne rassure pas pour autant certains Congolais. Pour ce moment, on n'a peur de rien. Mais quelquefois, les gens peuvent voler avec cette machine. C'est la machine à voler, ce n'est pas la machine à voter. Pourquoi vous dites ça? Avant l'élection 2006, 2011, il n'y avait pas de la machine. Donc il y a quelque chose qui est préparé avant, devant nous, pour nous faire du mal. 6 à 7 millions d'électeurs sur 40 millions finalement inscrits ne présentent pas d'empreinte digitale selon un rapport de l'Organisation internationale de la francophonie daté de fin mai. Le vice-président de la CENI, Norbert Katintima, a aussi annoncé l'affichage à partir de lundi prochain des listes provisoires des électeurs. Les autorités marocaines ont annoncé aujourd'hui l'arrestation de 2 passeurs subsahariens lors d'une tentative de traversée clandestine de 58 migrants. Ils voulaient rallier 2 jours plus tôt les côtes espagnoles à travers la Méditerranée. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. Ces migrants issus de pays subsahariens se trouvaient à bord d'une embarcation pneumatique au large de la commune de Ras El-Ma dans la province de Nador. En attendant de rallier les côtes espagnoles, leur destination de choix, ils vivent ici dans des conditions exécrables et résistent à toute tentative d'expulsion ou de relocation par les autorités marocaines. Cette semaine, nous avons eu trop de problèmes ici au Maroc. On dit qu'on doit quitter la ville de Tanger. On nous envoie dans les autres villes. Et dans les autres villes dont on nous envoie, nous ne sommes pas gardés. On ne nous donne pas les maisons, ni de quoi manger. Vous voyez un peu là où nous on dort, là. Ils sont venus ce matin brûler tout. Les policiers là, eux nous envoient à Tisnit, ils nous envoient à Oujda. Quand ils nous envoient là-bas, nous on ne sait pas ce qu'on va aller faire là-bas. Bon, ils disent que nous on pas à Casa, Marrakech, Rabat, nous on pas vivre là-bas. Nous on va aller vivre là-bas pour travailler quoi? Qui va prendre soin de nous? On n'a même pas d'abord de maison. Déjà une fois de plus, vous voyez là où nous dormons. C'est bizarre, on dort dehors en forêt. Les autorités marocaines ont multiplié ces dernières semaines les rafles et déplacements forcés de centaines de migrants du nord vers le sud, officiellement pour lutter contre les réseaux mafieux, suscitant la colère des associations. Des passeurs ont été arrêtés lors de ces opérations pour avoir reçu des sommes d'argent afin d'organiser le voyage de migrants qui subissent toutes les humiliations humaines le long de la traversée. Depuis nous sommes arrivés ici, on n'a pas la paix. On nous frappe. Regarde, il y a ma soeur, ils ont cassé son pied. Elle est couchée là-bas, elle ne peut même pas se lever. Aujourd'hui, un Marocain a cassé son pied. Tout ça, c'est quoi? Même nos téléphones, on vole. L'argent, on vole. Les vêtements, on vole. On brûle. On ne mange pas. Les recherches se poursuivent pour identifier et appréhender les autres personnes impliquées dans ces actes criminels, selon la gendarmerie marocaine. Au total, 230 personnes, dont des Marocains et des subsahariens, impliqués dans l'organisation d'opérations d'immigration clandestine, ont été arrêtées et présentées devant la justice depuis le début de l'année, selon le ministère de l'Intérieur. Plusieurs associations marocaines dénoncent ces opérations musclées de démantèlement de camps, d'arrestations arbitraires suivies d'expulsions collectives et de déplacements massifs, fustigeant le rôle de gendarme de l'Union européenne que joue le Maroc dans cette lutte contre les migrants. Ici aux États-Unis, Washington est secoué par un éditorial très critique du président Donald Trump. Selon le New York Times, qu'il a publié, l'article a été écrit par un haut responsable de l'administration qui décrit une situation chaotique à la Maison-Blanche. L'auteur, anonyme, affirme faire partie d'une résistance au sein de l'administration pour empêcher, dit-il, les pires inclinaisons du président américain. Abdourahmane Dia.
Alors que la polémique soulevée par le livre à paraître du célèbre journaliste Bob Woodward sur la Maison-Blanche de Donald Trump vient à peine d'être lancée, cet éditorial fait l'effet d'une bombe dans la capitale américaine. Cet anonyme, présumé employé de l'administration, dit ceci. « Je travaille pour le président, mais j'ai décidé, tout comme des collègues partageant les mêmes idées, de contrecarrer une partie de son agenda et ses pires inclinaisons. » Ce présumé officiel peint un tableau sombre de la Maison-Blanche. Nous pensons que c'est au pays que nous sommes d'abord redevables et le président continue de se comporter d'une manière préjudiciable pour le pays. Le fond du problème, c'est l'absence de moralité du président. Mais dans sa réaction, le président s'est montré plutôt combatif. Quand vous me parlez d'une certaine source anonyme au sein de l'administration qui est certainement en train d'échouer et qui n'est probablement pas ici pour les bonnes raisons, et le New York Times est en train d'échouer. Le président a plus tard tweeté, se demandant si cela n'était pas de la trahison, appelant aussi le New York Times à révéler l'auteur de l'éditorial anonyme pour des raisons de sécurité nationale. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a non seulement affirmé ne pas être l'auteur de l'article, il appelle ce dernier à démissionner s'il ne croit pas en l'agenda du président. C'est triste de voir quelqu'un faire ça. Pour moi, si vous ne pouvez pas faire ce qu'on vous demande, vous n'avez qu'un choix, c'est de partir. Et cette personne, d'après le New York Times, a non seulement décidé de rester, mais de saper le programme du président. Au Congrès, démocrates et républicains sont divisés sur la question. Le démocrate Ed Markey appelle ses collègues républicains à suivre l'exemple de cet éditorialiste anonyme et dénoncer l'attitude du président Trump. Cela démontre au moins qu'une personne à la Maison-Blanche a trouvé nécessaire de lancer l'alerte sur ce qui se passe derrière la scène. Nous espérons que les républicains au Sénat commenceront à faire la même chose pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on approuve les yeux fermés tout ce qui vient de la Maison-Blanche. Le New York Times, que certains critiquent pour sa décision de publier cet éditorial anonyme, se défend à travers un communiqué, se déclarant très fier de sa décision qui a permis, selon le journal, d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe dans la Maison-Blanche sous Donald Trump. Affaire à suivre donc. En Inde, la Cour suprême a rendu un jugement historique sur les droits des homosexuels. Ils peuvent désormais, entre autres, se marier. Cette décision sonne comme une victoire des gays après une campagne vieille de plusieurs décennies contre une loi pénalisant ce genre d'union. Yacouba Ouedraogo nous en dit plus. C'était comme une scène d'une surreproduction de Bollywood. Ils esquissent là peut-être des pas de danse en prélude à leur futur mariage, rendu désormais légal par la Cour suprême. Se marier à un partenaire de même sexe que soi n'est plus illégal en Inde. La juridiction suprême autorise désormais ce genre d'union. La Cour suprême a défendu aujourd'hui l'égalité de traitement de tous nos citoyens. Il s'agit des libertés des citoyens indiens dans une démocratie. Il ne s'agit pas seulement de sexe, mais aussi de la façon dont nous traitons nos propres citoyens. La lutte fut vraiment longue dans un pays profondément conservateur où les groupes religieux sont farouchement opposés à toute libéralisation de la morale sexuelle. En 2009, la Haute Cour de New Delhi a dépénalisé l'homosexualité, mais la Cour suprême avait rétabli l'interdiction en 2014 après un appel de leaders religieux. Les gays en ont souffert. Les gens font face à des chantages, de l'extorsion de fonds. Il y a eu beaucoup de cas d'harcèlement en raison de cette loi et je pense que cela ne va plus se produire. Je suis très heureux de ce changement, mais je sais qu'il y a à avoir beaucoup de travail à faire pour changer la mentalité de la société. Certes, mais pour l'heure, tous les esprits sont tournés vers la célébration de cette victoire. Je suis vraiment content que cela soit une réalité. J'essaie juste de profiter du moment présent. Cela va être une bataille de longue haleine, mais il est temps de célébrer. Selon les données officielles, 2187 cas d'homosexualité ont été enregistrés en 2016 sous la catégorie de délit contre nature. 7 personnes ont été condamnées et 16 acquittées. Il faudra donc gagner la bataille sociale après celle juridique. Restons en Inde où le Premier ministre Narendra Modi a rencontré ce jeudi le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et le secrétaire à la Défense Jim Mattis. Les deux parties se sont entretenus sur le renforcement des liens stratégiques entre les États-Unis et l'Inde.
Vous regardez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique en direct de Washington. Le Monde aujourd'hui est en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. En RDC, la lutte contre le virus Ebola fait face à de nombreuses difficultés, notamment celles liées aux fausses croyances. La mode est au rendez-vous ce soir avec le Gélé, un accessoire incontournable chez les femmes au Nigeria. Et dans ce journal, le plus vieux couple du monde vous donnera le secret de ses 80 ans de mariage. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous parlons santé avec notre collègue Mouamadou Oumfa, co-présentateur de l'émission Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique et ses chaînes partenaires. Bonsoir Mouamadou. Bonsoir John. Alors, en Afrique, comme dans plusieurs autres parties du monde, l'heure est au changement des saisons. On passe des saisons sèches aux saisons pluvieuses. Oui. Et cela entraîne notamment, s'accompagne de grippe saisonnière. Et du coup, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que c'est ? Oui, la grippe saisonnière, c'est une infection virale causée par un virus de type grippal qui se caractérise par l'apparition brutale d'une forte fièvre, de toux généralement sèche, de céphalée, c'est-à-dire des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires, de malaise général, de maux de gorge et d'écoulement dans le nez. Le nez qui coule, c'est souvent le symptôme le plus connu. Il y a aussi la toux qui peut être grave et durer jusqu'à 2 semaines et plus. Il est utile de préciser que la plupart des sujets guérissent en 1 semaine sans avoir besoin de traitement médical. Mais la grippe peut entraîner, John, une maladie très grave ou même un décès. Pour ce qui est de la transmission, souvent lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue, elle projette dans l'air des gouttelettes porteuses du virus et de l'infection qui atteignent et vont inspirer d'autres personnes qui se trouvent à proximité immédiate. Le virus peut aussi se transmettre par les mains. Souvent, lorsque les personnes atteintes toussent, elles se protègent la bouche avec les mains et elles n'ont pas le réflexe, il faut le dire, de se laver. Malheureusement, elles saluent d'autres personnes et c'est comme cela qu'elles transmettent ainsi le virus. Alors, comment peut-on prévenir cette grippe? Que disent les experts? Oui, il existe des vaccins anti-grippaux. C'est d'ailleurs l'un des moyens les plus efficaces d'éviter à la population de contracter la grippe. Cependant, ces vaccins sont souvent administrés uniquement pendant les épidémies ou pendant les pandémies de grippe. Naturellement, il est recommandé d'observer des règles d'hygiène strictes, comme nous l'a expliqué le docteur Bona Ngoyi. Il est médecin généraliste en République démocratique du Congo. Regardez. Les gens doivent se protéger pour ne pas faire la grippe. Et lorsqu'ils sont en face d'une personne qui est déjà atteinte de la grippe, par exemple, se laver les mains, par exemple, se moucher avec le papier mouchoir, et par exemple, se couvrir avec le masque lorsqu'on est affecté ou lorsqu'on éternue, il faut prendre l'habitude de se laver les mains. Ça, ce sont des mesures d'hygiène qui sont universelles. Merci au docteur Bona Ngoyi pour ses conseils pratiques. Mouamadou, on retient donc que pour limiter les dégâts, il faut se laver les mains. Oui, précision importante, John, il faut se laver les mains avec de l'eau propre et du savon.
C'est un geste simple qui, au-delà de protéger contre la grippe saisonnière, protège contre de nombreuses autres maladies. Par exemple, la fièvre typhoïde, par exemple, le choléra, la maladie à virus Ebola qui fait l'actualité et bien d'autres maladies. Et pour favoriser le lavage des mains, il est très important que les toilettes publiques soient disponibles dans les lieux de grands rassemblements. Par exemple, et puisque c'est la rentrée scolaire, dans nos écoles où les enfants peuvent être très facilement contaminés. Merci Mouabadou Oumfa. Je rappelle que vous êtes co-présentateur de l'émission Votre Santé, Votre Avenir sur VO Afrique et nos chaînes partenaires à jeudi prochain. On reste dans le domaine de la santé. La lutte contre l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo n'est pas sans difficulté. Parmi les obstacles rencontrés par les armées de travailleurs de la santé déployés dans la région, on note un déni et de fausses croyances concernant le virus hémorragique qui est pourtant hautement contagieux. Arzouma Compaoré. Lors d'un récent rassemblement à Béni, plusieurs personnes ont exprimé leurs doutes sur Ebola, l'un des virus les plus redoutés au monde. Dans les cas extrêmes, ce dernier provoque des hémorragies mortelles au niveau des organes internes, de la bouche, des yeux ou des oreilles. Parmi les difficultés rencontrées dans la lutte contre le virus figure la mésinformation de la population. On nous a promis que nous allons enterrer vos cadavres selon vos coutumes. Mais cela n'est pas réalisé. C'est pourquoi vous trouvez il y a des doutes dans la population. Quand il y a les gens de la CICR, de la Croix-Rouge, quand ils arrivent dans le quartier, nous les jetons de pierre parce qu'ils ne veulent pas nous amener de preuves de cette maladie. Face aux rumeurs, aux fausses croyances et aux malentendus culturels ou religieux, les travailleurs de la santé luttant contre l'épidémie ne baissent cependant pas les bras. Pour nous, l'idée c'est de dire qu'ils arrivent à accepter la vaccination et qu'ils acceptent à comprendre que s'il y a un cas suspect, qu'ils le notifient et qu'ils acceptent qu'on amène ces cas suspects à l'hôpital. Aujourd'hui, pour contrer les rumeurs, Dr Njoloko et ses collègues appellent les survivants d'Ebola à raconter leur histoire. Il y a certains qui disaient et qui pensent encore qu'au centre pour le traitement d'Ebola, les gens ne mangent pas et que beaucoup sont ceux qui meurent de faim. Et là, nous avons donc à corriger et montrer comment l'alimentation ou bien la nutrition est organisée au sein du centre. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré mardi dernier que les tendances récentes suggèrent un bon fonctionnement des mesures de contrôle de l'épidémie. L'Agence des Nations Unies a cependant précisé que des risques importants existaient toujours, liés en partie à la réticence de certaines communautés à adopter des comportements de prévention. Yacouba Ouedraogo nous a rejoint dans ce studio pour un résumé de l'actualité sportive et les nouvelles ne sont pas bonnes au Burkina Faso. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour le Burkina Faso. Avant de se rendre en Mauritanie ce samedi en match éliminatoire de la CAN 2019, plusieurs cadres des étalons viennent de déclarer forfait coup sur coup après le milieu offensif de la Renaissance Berkane, Alain Traoré et son frère Bertrand de l'Olympique lyonnais. L'expérimenté Jonathan Pitroipa de Paris FC s'est blessé à son tour. Des absences qui ne seront pas faciles à combler pour le sélectionneur Paulo Duarte qui a appelé en renfort Ousmane Junior Silla du club algérien Constantine. Pendant ce temps, en Égypte, ça va mieux, beaucoup mieux en tout cas, entre Mohamed Salah et la Fédération égyptienne de football. L'attaquant de Liverpool est au quai depuis dimanche pour le regroupement des Pharaons en préparation du match contre le Niger, prévu ce samedi également. On le sait, le joueur africain de l'année 2017 réclamait plus de sécurité et de respect de son droit à l'image, bien sûr, par la Fédération égyptienne de football. Et que pensent les fans des Pharaons de ce bras de fer? Voici quelques réactions recueillies au Caire pour vous. Il y a beaucoup de questions qui doivent être résolues. De nombreux officiels de la fédération doivent être remplacés par d'autres plus compétents. Pour l'instant, notre niveau est le plus bas par rapport à tous les autres pays arabes. La fédération de football agit dans son intérêt. Ils veulent profiter de l'image de Salah pour faire de l'argent. Au lieu d'essayer de résoudre le problème, ils veulent exploiter Mohamed Salah et gagner de l'argent. Mohamed Salah a des exigences, même si elles sont un peu trop. Il a quand même un boom dans le tourisme. Grâce à lui, l'Égypte est mieux connue à travers le monde. Mo Salah a provoqué une révolution. Pourvu donc que cette paix dure au sein des Pharaons. À demain. Tout à fait, Yacouba Ouedraogo. Merci et à demain.
On parle fashion à présent et plus précisément d'un accessoire incontournable chez les femmes nigérianes, le gélé, un couvre-chef artisanal porté lors d'occasions spéciales. La styliste et entrepreneur Toyosi Andé nous fait découvrir cet accessoire qu'elle souhaite rendre accessible à toutes les femmes. Et c'est une femme qui nous en parle, Salwa Jafari. Toyosi Andé est ce qu'on peut appeler une spécialiste du gélé. C'est sa passion et son gagne-pain. Pour les femmes Yoruba, aucune tenue traditionnelle n'est complète sans ce voile élaboré. Le gélé est enroulé autour de la tête et manipulé en s'éloignant du visage, créant ainsi un énorme couvre-chef. Pour la femme africaine, la coiffure est ce qui complète la tenue, donc je ne pense pas que vous pouvez trouver une femme portant des vêtements traditionnels sans le gélé. Mais avec le gélé vient la question du nouage. En effet, la technique du nouage n'est pas donnée à tout le monde. C'est une tâche fastidieuse. On peut passer 30 minutes à façonner le tissu pour relever cette prouesse. Vous savez, parce qu'avant on payait des stylistes pour réaliser le gélé. Notre slogan est « Le gélé qui se noue en un rien de temps ». L'auto-gélé de Toyosi prend moins d'1 minute à nouer. L'accessoire coûte entre 23 et 110 $ américains ou 100 pour en acheter un sur mesure. Le problème avec les entreprises est le problème de la demande et de l'offre. Vous devez donc être en mesure de répondre à la demande. Votre offre devrait pouvoir y correspondre. Jadis symbole du statut socio-économique associé à la royauté et à la bourgeoisie nigériane, le gélé est aujourd'hui à la portée de toutes les bourses. Toyosi en a déjà vendu plus de 5000 à travers le monde. Le Japon, connu pour son abondance de centenaires, peut désormais être fier de compter parmi les siens le plus vieux couple marié dans le monde avec un âge combiné de 208 ans. Un exploit que la femme attribue à sa patience pendant 80 ans de mariage. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. S'accepter, s'aimer, se marier et maintenir la flamme pour la vie. Miyako Matsumoto et son époux Masao en détiennent les vertus. Les deux se sont mariés en 1937 et vivent toujours en harmonie dans une complicité intime. La patience et l'endurance sont, selon ce vieux couple japonais, la clé d'une relation durable. Nous avons ainsi duré parce que j'ai été patiente. C'est la vérité. L'autre vérité est que Miyako Matsumoto et son époux ont battu le record de la longévité conjugale dans les annales de Guinness. Le 25 juillet dernier, ils ont décroché le titre de plus vieux couple du monde encore en vie, avec 208 ans à eux deux. Posant avec son époux et d'autres membres de la famille, leur certificat en main, Miyako indique avoir du mal à camoufler son émotion. Les Matsumoto n'ont jamais réussi à célébrer leur mariage comme il faut, le Japon étant alors engagé dans la guerre et Masao envoyé à l'étranger en tant que soldat. Mais cela ne les a pas empêchés de créer une grande famille qui comprend entre autres un 25e arrière-petit-fils, né il y a un mois. Vous savez désormais quoi faire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Bonsoir.